Cinémania a été lancé hier soir avec un film qu'on est plusieurs à attendre depuis longtemps, Le procès Goldman de Cédric Kahn. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Cédric Kahn ce matin. Bonjour Cédric. Bonjour. Ça s'est bien passé? Vous avez eu une bonne soirée? Oui, je crois, ouais, que les gens avaient l'air contents. En tout cas, ceux qui m'ont parlé avaient l'air contents. Bon. Moi, j'étais très curieux de voir votre film parce que il y a déjà un bon moment, mais j'ai lu avec beaucoup d'émotion Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, que le livre que Goldman nous a laissé, ça date de 1975, mais c'est un livre qui m'avait complètement bouleversé. Et à cause du livre, j'ai vu un peu qui était le personnage et sa mort tragique après, tragique et mystérieuse. Maintenant, on en sait plus, mais au moment où il est disparu, c'était pas clair du tout. Tué en pleine rue. Ça continue à pas être très clair. Mais j'ai compris qu'on sait qu'il a été un peu victime d'une organisation d'extrême droite. Il n'y a pas de certitude. Oui, en tout cas. Ça fait partie des hypothèses, mais il y a plein d'autres hypothèses. Oui, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de mystères autour de la vie de Pierre Goldman, mais essentiellement, quant au film, vous vous centrez sur le procès qui est le procès en révision qui a lieu à Amiens en avril 1976 devant la Cour de cassation. Bon, Goldman, en 1976, a déjà été condamné pour un triple meurtre, et là, on rouvre le procès parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés pour dénoncer le premier procès, et le film, essentiellement, c'est ce nouveau procès. Et d'où est venue votre curiosité pour justement le procès en cassation? D'abord, non, je pense pas immédiatement au procès. D'abord, c'est comme vous, je découvre Goldman par le livre, qui est un livre très puissant, très bouleversant, et qui en gros est en deux parties. Il y a une partie où il raconte sa vie, son histoire, l'histoire de ses parents, la Shoah et comment il est issu de cette histoire. Et puis une deuxième partie où c'est un livre plaidoyer en fait. C'est un livre qu'il a écrit après sa première condamnation et où il explique pourquoi il est innocent. Et ce livre a eu beaucoup de succès. Il a été reconnu comme un écrivain et puis il y a eu un phénomène autour de lui, c'est-à-dire que toute une intelligentsia de gauche de l'époque s'est convaincue de son innocence et a pris cause et fait pour lui, et puis il y a eu ce deuxième procès. Donc le deuxième procès, c'est le procès événement, en fait. C'est le procès où tout à coup, il y a tous les people, il y a ce mouvement d'opinion en sa faveur. Et moi, assez vite, je me dis, ce qui est intéressant dans la vie de Goldman, c'est son procès, c'est son grand moment, parce que sinon, je trouve que sa vie est un peu faite d'échecs, elle est un peu tragique, la vie de Goldman. Mais là, c'est son show, en fait, c'est son moment de bravoure. Et puis, ce qui me frappe chez Goldman, c'est son langage. Je trouve qu'il a une langue extraordinaire. Et je me dis que le procès, ça va être un lieu parfait pour restituer la langue, en fait. Et à 50 ans de distance, parce qu'on est bien à 50 ans, c'est votre sentiment qu'il y a encore une actualité dans les propos de Pierre Goldman? J'en étais pas sûr. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant sur les années 70, puis déjà cette affaire, qui est quand même où tout l'accuse et où il arrive quand même à être innocenté. Il y a aussi la personnalité de Kejman, dont c'est le premier procès, qui va devenir un grand pénaliste français. Et mais je sais pas, non, j'ai pas d'évidence que le film va être très actuel. Et puis, oui, je vois qu'il y a des éléments modernes chez Goldman, par exemple la convergence des luttes, le fait qu'il ait vécu entouré d'Antillais, qu'il fait une analogie entre la cause des Noirs et la cause des Juifs, tout ça, je vois qu'il y a des sauts dans l'espace, c'est-à-dire que par rapport aux années 70, c'est déjà des pensées très modernes. Mais non, c'est au fur et à mesure de l'écriture où on se rend compte que oui, il y a beaucoup de similitudes avec l'époque d'aujourd'hui. Mais moi, en tout cas, par exemple, sa charge contre les fonctionnaires de police, comme on dit en France, ça devient très actuel. Il y a tout de même dans la société française actuelle, dans les gouvernements récents, une volonté de donner à la police une autorité même beaucoup plus forte qu'elle n'avait traditionnellement. Sous la pression de l'opinion, il faut reconnaître. Je trouve que les gouvernements ont souvent bon dos, mais ils sont très soumis à
comme les lois d'immigration, tout ça, c'est souvent sous la pression de l'opinion. Il ne faut pas oublier qu'en France, on est dans un pays où maintenant il y a presque 30, voire 40% de gens qui sont prêts à voter pour l'extrême droite. Ouais. Donc pour des gouvernements centristes, ou même de gauche centristes, on voit qu'il y a une dérive, en fait. Il y a une dérive des décisions vers des décisions effectivement plus autoritaires. C'est vrai que on dénonce beaucoup le racisme dans la police, mais moi je crois que surtout il y a du racisme dans la société. Dans la société française. Mais il y a tout de même des bavures policières à cause de certaines réglementations. Mais ça c'est vieux comme le monde, les bavures policières. C'est-à-dire que c'est comme la justice, hein. La police c'est un métier fait par des humains. Et moi j'ai toujours un peu de mal. Moi, je suis pas Goldman. Goldman dit des choses, mais j'ai toujours du mal quand on condamne entièrement un corps social. Ça, pour moi, je trouve, parce que quand même, les policiers font un travail extrêmement difficile aussi. Ils sont quand même en face des choses les plus sombres de la société. Ils subissent aussi beaucoup de violence. Il y a aussi beaucoup de il y a beaucoup de haine envers les policiers, donc je pense que c'est pas facile de supporter ça. Après, ça n'excuse aucun dérapage. C'est vrai que comme ils sont les représentants de la loi, ils doivent être exemplaires. Voilà, ils le sont pas toujours. Oui. C'est sûr que Goldman, par rapport à eux, il faut se replacer à l'époque du procès, il a un discours virulent. Mais globalement, d'abord, Goldman, c'est un militant d'extrême gauche, il a une culture, il est révolutionnaire, il est parti en Amérique du Sud prendre les armes, à une époque où c'était déjà un peu... Hein, on soupçonne que c'est quand même en Amérique du Sud où il a commencé à être un peu gangster, et, à braquer. Alors, il y avait, entre la lutte armée révolutionnaire et le banditisme, il y a toujours eu des ponts, hein, puisque on braquait aussi au nom de la Révolution, pour gagner de l'argent pour s'acheter des armes, etc., etc. Donc, il y a cette culture de la violence révolutionnaire, et donc c'est une culture anti-flic, c'est une culture anti-système, c'est une culture anarchiste, enfin voilà, donc c'est normal. Dans ce que lui représente, dans ce pourquoi les gens l'aiment et le suivent, il doit aussi... Et puis... Il est entouré de noirs, ses amis noirs sont malmenés par la police. C'est aussi une réalité dans les années 70. On est dans une France blanche, masculine, un peu raciste. Enfin voilà, comme elle l'a été avant et comme elle le sera après, puisque vous vous rappelez que c'est encore d'actualité. Donc voilà. Et puis c'est vrai aussi que Goldman il convoque le racisme pour sauver sa peau. Oui. C'est-à-dire qu'il dit que les témoins sont antisémites, que les témoins sont racistes, et que c'est pour ça que lui, il est désigné comme l'homme qui aurait tiré sur les pharmaciens. Mais on en parle comme si on avait face à nous un documentaire. Or, le film est une œuvre de fiction, et vous avez toujours insisté beaucoup pour rappeler ça. Que à partir... je pourrais pas dire l'inverse, parce que il y a quand même des règles très... défini entre le documentaire et la fiction. Le documentaire, on filme les vraies personnes. Donc là, la plupart des gens que je filme n'existent plus, ou sont morts, ou sont très vieux. Et puis c'est joué par des acteurs, tout simplement. À partir du moment où c'est joué par des acteurs, c'est de la fiction. Oui. Mais il y a tout de même un parti pris documentaire dans le film, ne serait-ce que, par exemple, le soin que vous avez mis à vêtir les gens. C'est formidable quand on arrive dans la salle du procès. Les gens ont des gueules des années 70 en plus. Je veux dire, par exemple, le flic qui supposément a été blessé dans un combat avec le gars qui fuyait, il a une gueule qui n'appartient qu'aux années 70, ce personnage-là. Oui, on s'est référé au film de Sauté ou au film de Melville. Oui, c'est le travail de cinéma, c'est d'être au mieux de la reconstitution. Aussi le fait qu'on se soit inspiré du vrai procès, qu'on ait gardé les vrais noms. Enfin voilà, il y a une sensation de vérité, mais c'est une fiction avec hier, on a pris quelques libertés quand même. Pas sur les faits. Les faits sont les faits, et vraiment, quelqu'un qui regarde le film peut se faire son idée. Parce que vous aviez accès aux documents issus du procès. Ce qu'on appelle les minutes, c'est ce que les greffiers notent, non. Alors, on nous a dit qu'à l'époque, les greffiers ne notaient pas les débats. Donc on a la scénariste, en fait, c'est pas moi, Nathalie Herzberg, a reconstitué le procès à partir des articles de l'époque, et en croisant le maximum d'articles de façon à se rapprocher le plus possible du verbatim exact. Mais donc,
il nous manquait des dialogues, donc on a recousu, on a inventé des dialogues, mais par contre vraiment on s'en est tenu aux faits. On a raconté l'histoire telle qu'elle était, c'est les mêmes gens qui ont reçu des balles ou pas, c'est ceux qu'on dit avoir reconnu Goldman, c'est ceux qu'on a fait parler, on n'a pas inventé de personnages. Et le lieu est très particulier, en tout cas pour un Nord-Américain. Ce type de procès-là, d'ailleurs, moi j'étais complètement étonné de voir le jury assez limité, mais assis avec les procureurs, les gens qui peuvent manifester dans une salle de procès, parce que ça gueule fort. Il y a le fan club de Goldman est dans la place. Tout ça est très étonnant. Est-ce que ça tient à la Cour de cassation, ça? Ou... Non, on dit que là, c'est très lié à la personnalité du président. Il y a des présidents qui sont très stricts et des présidents qui sont un peu plus débonnaires. Ouais. Voilà, donc on dit que le premier procès, par exemple, c'était très tenu, c'était très silencieux. Là, probablement, j'ai exagéré pour le plaisir du cinéma, mais c'était quand même écrit que c'était un procès pas bien tenu, où la salle était très... Et puis surtout, les jurés interviennent, ils posent des questions, sans demander la parole. L'ordre de parole des avocats n'est pas respecté. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une altercation entre les deux avocats, qui rappellent le droit et qui disent que toutes les règles judiciaires ne sont pas respectées, et cette altercation, elle est réelle. Donc on s'est quand même inspiré de ce qui s'est passé. Et vous avez reconstitué la salle d'audience telle qu'elle. On a fait un décor. Oui. Qui ressemble pas vraiment au tribunal dans lequel ça a eu lieu. Mais qui vous permettait de travailler, parce qu'en plus... c'est très compliqué. À 3 caméras, c'est ce que j'ai retenu. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que tourner dans un tribunal, c'est très compliqué, parce qu'il y a la justice est débordée d'affaires, donc à part tourner pendant les vacances, il n'y avait pas tellement d'autres solutions, donc on a fait notre décor, et avec les moyens du bord, donc c'est pour ça que le décor est très simple en fait. Et puis effectivement, il permettait aussi une souplesse totale de travail. On pouvait de temps en temps un peu écarter les murs, et on était à 3 caméras en permanence, donc de façon à filmer vraiment le plus de choses possible en même temps, et qu'il y ait beaucoup d'interactions, et que jamais les gens pensent qu'ils étaient off ou on en fait, que tout le monde est on tout le temps, donc ça donne une ambiance comme ça extrêmement... de l'intensité, en fait. Les acteurs sont tout le temps sur le qui-vive, ils savent pas si les caméras vont arriver sur eux ou pas. Ouais. Et ça vous permet, en quelque sorte, de monter déjà au tournage, si on est à 3 caméras? Non, parce que j'ai trop de matière. Ça, il aurait fallu que j'ai un monteur dans une régie, comme dans un match de sport, où je dis caméra A, caméra B, tout ça. Non. Au contraire, moi, c'était comme une captation. J'essayais d'avoir le plus de choses possible, et vraiment, les choix de mise en scène sont arrivés au montage, où là on a été très méthodique, on a resserré la matière comme ça de façon très précautionneuse pour arriver à ce que vous avez. Et le travail de montage a été long? Il a été minutieux, je dirais. On a trié, on a fait des ensembles, on se disait les partisans, les adversaires, la famille, enfin voilà. Et puis dès qu'on a... Alors on montait beaucoup à l'oreille, on écoutait les dialogues, on se disait là on a envie de voir la famille, là on a envie de voir des flics, là. Et alors hop, on allait dans nos paquets de plans, et on allait rechercher exactement les plans qu'il nous fallait. Ces parties-là sont très bien identifiées. On a vite nos repères une fois que le film est en marche. Alors l'avantage, oui, c'est que les gens ne bougent pas. C'est-à-dire que les gens sont placés dans la salle, et c'est comme un dispositif comme ça, de scénique, où plus rien, tout est figé, et ça se passe sur les visages. Mais le texte nous guidait énormément. On a beaucoup monté à l'oreille, en fait. C'est vraiment la particularité de ce film, c'est souvent on monte avec les plans, avec les yeux. Et là, souvent, moi, je fermais les yeux et je disais, là, il faut changer de plan, là, il faut voir un tel. Parce qu'on a vite des repères, par exemple, le père de Pierre, M. Goldman, qui est un très beau personnage, lui, on y revient régulièrement. Et sa femme, qui est la belle-mère de Pierre, qui est très silencieuse, qui est un peu dépassée, je crois, par ce qui se passe. Puis le jeune frère, on le sent très, très fragile. Oui, c'est ça aussi qui est beau dans un procès, enfin qui est fort, c'est qu'on peut aussi raconter une histoire sur des gens qui ne parlent pas. Parce qu'ils ont une fonction très précise. Il y a aussi la famille des pharmaciennes, de l'autre côté, sur le banc opposé. Il y a des 68 heures, des gauchistes dans la salle dont on se dit, mais est-ce qu'ils sont pas en train d'enterrer leurs idéaux avec cette affaire? Est-ce que...
Goldman a comme ça, à un moment, dit des choses un peu violentes sur mai 68. Alors, voilà, on peut aussi... Un visage devient une histoire. Et ça, c'est quand même incroyablement riche, en fait. Et justement, comme tout le film repose beaucoup sur le personnage de Pierre Goldman, donc sur les épaules du comédien, vous l'avez sélectionné comment? Moi, je ne connais pas ce comédien-là. Je suis allé voir qu'est-ce qu'il avait, puis il a déjà fait beaucoup de choses, mais je ne le connais pas. Alors ça, c'était très important pour nous que ça soit des comédiens, justement, pas identifiés par le public. Je trouvais que ça allait dans le sens de faire un faux documentaire, ou de rendre le film très crédible. Si on avait identifié les acteurs, alors on aurait cherché la performance. C'était pas du tout ça le propos. Le propos, c'était l'incarnation, et pas du tout la performance. Il fallait vraiment y croire le plus possible. Et donc voilà, donc on a commencé à chercher des comédiens qu'on avait moins vus, mais il fallait en même temps des comédiens très solides, qui aient de l'expérience soit du théâtre, soit des films. Des acteurs pouvant faire Goldman, il y en avait quand même très très peu, parce qu'il fallait un acteur très complet, quoi, qui soit à la fois très, très cérébral, très vertébré intellectuellement et très physique, un peu inquiétant. Donc voilà, la liste était toute petite, et Arié Wertelter, donc qui joue le rôle, il a lu comme tous les autres, tout le monde a fait des essais, et ces essais étaient très convaincants. Oui, il est très convaincant. Même, j'avais un peu oublié l'allure de Pierre Goldman, mais j'ai retrouvé des images après, mais j'ai vu d'abord le film, et pour moi c'était clair que c'était bien Goldman que je voyais. Alors qu'il ne lui ressemble pas physiquement. Non, moi je me suis pas du tout obsédé sur les ressemblances physiques, je me suis plutôt intéressé aux ressemblances de tempérament. Oui, mais sa façon d'affirmer les choses, ça c'était... Mais en plus, c'est un énorme travail. Il y a beaucoup de textes tout de même pour le comédien. Et il faut tenir le truc. Ouais, le secret, c'est de connaître parfaitement son texte. Lui, il avait vraiment travaillé très en amont. Je crois qu'on avait répété le film 3 mois avant, tous les deux. Il connaissait déjà le scénario par cœur. Donc dès que je changeais un truc, c'était la panique. Et je crois que ça, vraiment, c'est le secret. C'est-à-dire que ça donne une dextérité incroyable. C'est-à-dire que tout à coup, on est très libre quand on connaît bien son texte, et surtout, on a du rythme. On peut enchaîner, on peut dire les choses avec... En fait, après, on peut concentrer son énergie sur la conviction, en fait. Oui. Mais j'imagine qu'il tenait le plateau dans ses mains jusqu'à un certain point. Quand vous tourniez, je veux dire, les gens étaient un peu ses otages. Oui, mais je dirais plutôt le personnage. Oui. Je pense que le personnage tient le procès, et que le Goldman, les spectateurs du procès sont un peu otages de Goldman et de sa personnalité, qui est quand même très forte, très charismatique, très... Puis quelque part, il veut être la star de son procès. Il ne laissera la première place à personne. Après, l'acteur, il est entraîné par l'énergie du personnage. Une performance, c'est toujours un mélange de l'acteur et du personnage. Et le film est sorti en France maintenant. Et est-ce que, surtout pour un public français, qu'est-ce qu'on peut faire comme lecture du discours de Goldman à 50 ans? Alors il y a plein de publics. Le public n'est jamais une seule chose. Donc il y a des gens âgés qui connaissent cette histoire. Il y a des gens de gauche pour qui Goldman reste un mythe et qui ne veulent pas entendre parler d'une éventuelle culpabilité. Il y a des gens moins politisés qui s'intéressent au film. Il y a beaucoup de jeunes qui vont voir le film. Alors effectivement, eux, ce qui les touche, c'est les relais avec l'époque d'aujourd'hui, le racisme dans la police, tout ça, toute cette ambiance très très politique, très anarchiste, très antiraciste, ça les captive. Puis il y a des gens qui regardent ça comme un film policier, comme une intrigue et qu'il faut résoudre. Enfin voilà, il y a des gens qui regardent ça aussi sous l'angle de la justice, qui s'intéressent plus à la justice qu'à Goldman. Mais moi, je pense que ça reste un portrait très, très fort des années 70 à travers Goldman. Il y a des gens qui voient un portrait de la France d'aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant. Le Mélenchon contre Marine Le Pen. Enfin, c'est en fait, c'est ça qui est... Le film reste le même. On peut plus changer un film. Une fois qu'il est parti dans les salles, il est exactement le même à l'image près, au son près. Et pourtant, dans les yeux de chaque personne, parce qu'on compte souvent les spectateurs en nombre, en dollars, en je sais pas quoi, alors qu'en fait,
c'est une personne plus une personne plus une personne. Oui. Mais je pense que c'est la force du film d'avoir ce fractionnement-là une fois qu'il rencontre son public. Oui, il y a des films, c'est plus comme une autoroute, c'est-à-dire que les gens vont rigoler au même moment ou pleurer au même moment. Non. Là, c'est un film... On n'est pas sur ce terrain-là. Non, parce que c'est un film qui laisse quand même de l'espace à celui qui le regarde, dans le sens déjà, il y a l'espace de sa propre conviction, de savoir comment, si on le trouve antipathique ou sympathique, si on a envie de l'aimer ou pas, et puis effectivement, ça se morcelle. Alors, comme le film prend l'affiche en salle au Québec, on va faire le test au Québec désormais. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Merci.